Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de 13h. Le président de la République a successivement reçu hier le président directeur général du groupe Adowa, une entreprise marocaine, et le chef de la délégation européenne au Mali. Le premier est venu faire part au président de son projet de construction d'une cimenterie de 3e génération au Mali, et avec le second, il a été question de coopération entre l'UE et notre pays. Le récit des deux audiences avec Agali Agagissa. Le groupe Adowa veut investir dans le secteur de l'industrie et du commerce au Mali. L'entreprise marocaine va débourser plus de 19 milliards de francs CFA pour l'installation d'une cimenterie non loin de la ville de Bamako. Le sujet était au centre des échanges entre le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et le président directeur général du groupe Adowa, Anas Sefriou, reçu en audience à Koulba. Nous avons évoqué deux sujets. Le premier, c'est le lancement dans les prochains jours de la nouvelle cimenterie CIMAF, qui produira 500 000 tonnes de ciment au Mali. Donc c'est une cimenterie de 3e génération. Son Excellence le Président tient beaucoup au logement social. Et donc, comme vous le savez, au Maroc, le groupe Doha il réalise aujourd'hui un peu plus de 30 000 logements par an, ce qui fait à peu près 100 appartements le jour, et avec un guichet unique qui permet à nos futurs acheteurs d'être servis sur place, et nous pensons dupliquer ce modèle au Mali. Le premier coût d'investissement sur la cimenterie est de 30 millions d'euros. Parmi les visiteurs du jour sur la colline du pouvoir figurait également le chef de la délégation de l'Union européenne au Mali. Richard Zinck et le président de la République ont fait le bilan de la coopération européenne au Mali. On a parlé des séminaires et réunions qui ont lieu à Bruxelles récemment concernant notre coopération. On a parlé concernant les pourparlers inclusifs et les conférences qui ont lieu actuellement à Bruxelles. L'Union européenne est co-signateur des accords de Ouaga. Les discussions qui ont lieu ce matin au CICB sur les expériences des accords du passé sont importantes. La réunion qui va lieu demain sur les cantonnements, ça sera encore plus importante. Et nous, on espère qu'une paix durable retourne, une paix durable qui nous permet de faire également des programmes au nord, mais une paix durable qui permet à tous les Maliens de vivre, de retourner dans leur village. La coopération européenne au Mali est multiforme. Elle porte entre autres sur l'agriculture, la santé, l'éducation. Un atelier de haut niveau s'est ouvert hier ici à Bamako. Il porte sur les leçons tirées de la mise en œuvre des accords de paix passés. La rencontre mobilise tous les acteurs impliqués dans le processus de sortie de crise. Cette réunion devra permettre d'ouvrir les débats sur les modalités d'un véritable dialogue inclusif entre tous les fils du pays. Ibrahima Traoré. Cette réunion de haut niveau mobilise le gouvernement, les forces vives de la nation, des représentants des groupes armés et les amis du Mali. Ils entendent discuter en toute franchise et en toute responsabilité de l'avenir du pays. Les débats portent essentiellement sur les leçons apprises de la mise en œuvre des accords de paix signés dans le passé. Les acteurs impliqués dans le processus de sortie de crise au Mali posent ainsi les jalons d'un véritable dialogue inclusif à Bamako entre tous les fils du pays. L'avenir du Malien reste avant tout entre les mains des Maliens, sans exclusion et sans discrimination. Je constate par cette participation qu'il y a une volonté manifeste de la part de tous les acteurs maliens de trouver une solution durable à la crise récurrente au Mali, volonté réitérée lors de la visite du Conseil de sécurité il y a 2 semaines de cela. Il s'agit de tirer les leçons du passé, d'apprendre des expériences des autres pays qui ont connu des problèmes similaires et d'envisager une approche appropriée pour l'élaboration du prochain accord de paix global. Cette rencontre de Bamako débat surtout des modalités des pourparlers inclusifs de paix, de leur format ainsi que des mécanismes qui favoriseront non seulement l'application de l'accord global de paix, mais aussi le suivi et le respect des engagements pris par les parties. Sur ce point, le Premier ministre rassure. Je veux vous dire que le gouvernement est très attentif à tout ce que nos frères et sœurs du Nord ressentent.
Nous sommes conscients des graves déficits de développement humain, économique et social. Nous comprenons les souffrances des populations et nous avons la volonté d'y apporter une réponse juste. Mesdames et messieurs, demain, nous mettrons en œuvre une régionalisation robuste qui renforcera les acquis de la décentralisation en dotant les collectivités décentralisées de larges compétences dans la gestion des affaires locales et des ressources appropriées pour mettre en œuvre ces compétences. Nous intégrerons les légitimités traditionnelles dans le processus décisionnel des organes régionaux et locaux. Nous appliquerons le plan de développement accéléré des régions du Nord pour corriger les graves déficits en termes de développement humain, ce dans un horizon temporel de 5 ans. La rencontre d'aujourd'hui est la première étape d'un processus qui touchera à d'autres questions centrales, difficiles pour certaines, telles que les opérations de cantonnement, de désarmement, de démobilisation, la réinsertion économique des ex-combattants, le retour effectif de l'administration dans les régions du Nord, l'accès rapide des populations aux services sociaux de base. Le gouvernement que j'ai l'honneur de conduire, sous la haute autorité du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, est animé par la volonté inébranlable de mener un dialogue national avec l'ensemble des communautés, avec tous les acteurs du conflit. Les défis sont donc nombreux. Les populations attendent, le temps presse. Tous se sont convaincus qu'il est important d'engager enfin les vraies discussions. Au cours de cette rencontre, 3 panels sont animés, notamment sur les causes profondes d'une crise à répétition, les avancées et les limites des accords passés et les expériences régionales. Le monde des affaires maintenant, pourquoi pas une loi pour gérer les attributions d'exonération? La question est posée par le président du Conseil économique, social et culturel dans le cadre de la 9e session ordinaire de l'institution. Elle s'adressait au ministre délégué chargé du budget, Madani Touré. Ce dernier a présenté une communication relative à l'employabilité des jeunes dans le contexte de la relance de l'économie nationale post-crise. Le compte rendu c'est avec Moïse Traoré. La mise en place d'un fonds d'investissement pour le secteur privé est à l'étude. Dans le même temps, le gouvernement entend développer l'agropole et structurer le monde rural. De même, la transformation et les mines sont des opportunités à saisir. Devant la 9e session ordinaire du Conseil économique, social et culturel, le ministre délégué chargé du budget a présenté une communication sur l'employabilité des jeunes dans le contexte de la relance de l'économie nationale post-crise. Nous avons inscrit sur le budget d'État 2014 la somme de 20 milliards de francs CFA. Dès que l'audit est terminé, aujourd'hui on en a le rapport provisoire, nous puissions commencer donc à payer ces arriérés pour mettre le secteur privé en situation de pouvoir se repositionner. Nous pensons qu'à partir de 2014, nous devons pouvoir recoller à un train de croissance soutenu avec un taux de croissance de 10%. 110% de la population malienne est constituée de jeunes de moins de 25 ans. Il faut que les règles soient bien claires. Il faudrait certainement que le Mali arrive dans les années à venir à légiférer par rapport à cette question. Que les exonérations ne soient pas des facilités accordées à certains, parce que ça amène dans un pays des monopoles de fait. Le secteur informel et les emplois non salariés sont une alternative crédible. C'est le directeur national de l'enseignement technique et professionnel qui le défend. Oumar Maïga a été le 2e intervenant de la journée. Ouverture hier des travaux de la 14e édition du Forum de Bamako au centre des échanges, la situation sécuritaire dans la bande sahélo-saharienne. Il s'agira pour les experts venus de divers continents de faire le diagnostic des crises récurrentes dans le Sahel afin de trouver des solutions durables. Les précisions, c'est avec Mohamed Diarra. Le triptyque paix, sécurité et développement dans la bande sahélo-sahélienne, une équation qui regroupe à Bamako les intellectuels venus des 5 continents. Un thème qui pose une fois de plus l'épineuse question de la conjugaison des efforts. Aujourd'hui, compte tenu de l'immensité du Sahel, la région est devenue un no man's land. C'est pour toutes ces raisons que la 14e édition du Forum de Bamako décide de faire le diagnostic de la situation. Il n'y a pas de paix sans sécurité, mais il n'y a pas de paix non plus sans le développement. Les trois sont liés. Vous voyez, par exemple, si vous voulez investir dans un pays, s'il y a la guerre, les gens qui ont de l'argent ne vont pas venir. Donc, ils ont besoin de sécurité. Mais si vous avez la sécurité, lorsque les gens ont faim, il n'y aura pas de sécurité parce que ceux qui ont faim, ils vont se rebeller. Donc, on a besoin de développement pour avoir la sécurité.
Tout intérêt de ce forum de dialogue plus large au sein de la société est de définir une vision essentiellement malienne à des défis nationaux, régionaux et globaux. Les Maliens doivent pouvoir exprimer cette vision. Il faut un débat avec toutes les couches de la société. Cette plateforme d'échange et de partage se veut un rempart contre les crises multidimensionnelles dans le Sahel. Ce qui est arrivé au Mali en 2012 est la résultante de la crise libyenne. C'est pourquoi il est plus que jamais impérieux d'aller vers la mutualisation des efforts pour que la paix revienne dans la bande sahélo-sahélienne. La mutualisation des efforts, c'est une nécessité. Je pourrais dire que c'est un impératif. Parce que nous partons du principe que j'ai encore répété ici, qu'aucun pays du Sahel n'est capable de faire face tout seul aux défis de sécurité. N'ayons pas honte de coopérer avec ceux qui sont plus forts que nous. Aujourd'hui, le Mali seul ne pourra rien. On a besoin de la France, on a besoin des États-Unis, on a besoin de l'ONU. Ayons cette modestie, cette humilité de composer avec ses partenaires. Quand on sera fort, on pourra s'en passer. Le Mali, qui est sorti exsangue de cette crise majeure, se relève grâce à la mobilisation de la communauté internationale. Cette solidarité internationale se poursuivra dans les jours à venir. Les États-Unis viseront surtout et d'abord l'amélioration des institutions que l'efficacité opérationnelle. Tout au long de cet exercice, nous allons renforcer les principes fondamentaux de contrôle civil et le respect des droits de l'homme, puisque c'est la preuve d'un renforcement proactif du contrôle civil et de la responsabilité face à des irrégularités qui permettront aux États-Unis d'approfondir à nouveau sa formation directe de fonds et son soutien au fur et à mesure que nous entrons dans le futur. Les stratégies des différentes organisations des Nations Unies seront portées à la connaissance des panélistes. Des communications qui devront guider les pas des organisateurs dans la recherche de la paix et de la stabilité dans la sous-région. Sur un tout autre registre, signature entre le gouvernement et l'UNTM hier du document relatif à la date de mise en œuvre de la grille consensuelle. Obtenue lors des conciliations, cette date est fixée au 1er janvier 2014 sans rappel et le gouvernement s'engage à déposer le document sur le bureau de l'Assemblée nationale. Daouda Sidiki Diarra nous en parle. La reprise du dialogue entre l'État et ses partenaires sociaux consacre une ferme volonté des autorités à résoudre les problèmes cruciaux de la nation. C'est là pour le mieux-être de la population. Cette rencontre tripartite permet d'ouvrir les débats autour du procès verbal de conciliation signé le 2 octobre 2011 entre l'État, l'Union nationale des travailleurs du Mali et le Conseil national du patronat du Mali. Nous avons mis en œuvre les instructions du président pour donner un signal au monde du travail, pour leur donner les assurances de l'engagement du gouvernement à prendre en compte leurs préoccupations et leurs attentes. C'est ce qui explique le renouement du dialogue aujourd'hui. À l'issue des travaux, un document de mise en œuvre de l'un des points de revendication a été signé entre le gouvernement et l'UNTM. Nous venons de nous mettre d'accord avec le gouvernement de l'application de la grille janvier 2014 sans rappel. Nous l'avions fait par rapport aux réalités que nous vivions aujourd'hui dans notre pays et à l'attente grandissante que le monde du travail attend de l'application de cette grille salariale. Elle aura pour effet janvier 2014. Le gouvernement s'engage à déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale le projet de loi y afférent dans le meilleur délai. Les autres points de revendication de l'UNTM feront l'objet d'un traitement diligent dans le cadre d'une commission tripartite. Nous avons décidé de mettre en place une commission tripartite pour la prise en charge des autres points de revendication. Et puisque les choses s'annoncent bien, nous avons de bonnes raisons de nous attendre à leur bonne conclusion. Le signal que nous voudrions donner au monde du travail, c'est notre détermination à prendre en charge leurs préoccupations, à les inclure dans l'ensemble des négociations qui se font dans notre pays, à les hisser au niveau où ils doivent être
S'agissant de l'intégration des contractuels dans la fonction publique de l'État et des collectivités territoriales, le ministre a dit que le processus est en cours. Rappelons que le pacte de solidarité pour la croissance et le développement a permis d'apaiser le climat social. Nous sommes aujourd'hui le 14 février, une date connue de tous les amoureux. Elle est communément appelée la Saint-Valentin, occasion pour échanger des mots et des cadeaux comme preuve d'amour. Beaucoup offrent des roses qui sont donc l'emblème de la passion. Chez nous au Mali, comment cet événement est perçu par les uns et les autres? Kadiatou Kone a fait le tour de la capitale et c'est le dossier de la rédaction. Vous dit le 14 février, ça vous dit quoi, monsieur? La Sainte-Valentin ou bien les Saint-Valentin, je ne sais pas comment on les dit comme ça. La Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux. La Saint-Valentin a fêté tous les ans le 14 février et c'est l'occasion de faire un clin d'œil à la personne qui partage votre vie et vous supporte au quotidien, d'où son nom, la fête des amoureux. Souvent accusée d'être une fête de blanc, la Saint-Valentin est loin de faire l'unanimité parmi les couples maliens. Et au Mali, ici, vraiment, c'est un problème. Nos coutumes ne demandent pas cela, quoi. Pour moi, les Saint-Valentin, quand même, c'est pour les Français, pas pour nous, les Africains. Les jeunes, c'est leur moment, donc il faut l'accepter comme tel. Donc c'est pour cela, bon, je ne condamne pas, hein, mais c'est leur période et puis il faut l'accepter. Mais je pense que ce n'est pas tellement adapté à notre culture. En tout cas, pour certains couples, la Saint-Valentin parvient à symboliser la fête de l'amour par excellence. Pour eux, pas question de négliger le 14 février. Chaque année, moi et ma petite copine, on s'offre des cadeaux pour symboliser notre amour. Une soirée qu'on doit passer avec sa bien-aimée. Que faire pour la Saint-Valentin? Quel cadeau offrir à sa moitié? Chaque année, c'est le même casse-tête. Même un bien manger, ça ira. Moi, je suis malingué, c'est ça que nous connaissons. Et la question de cadeau est souvent très délicate, surtout du côté des Valentines. Préfère-t-elle un gros cadeau ou juste une petite attention? Juste une petite attention. Qu'il me montre encore et toujours qu'il m'aime et qu'il tient toujours à moi. Si ton homme te montre qu'il t'aime, et je pense que c'est l'essentiel au fait. En tout cas, pour les femmes, le 14 février est une date à ne pas oublier pour éviter le drame dans le couple. Alors messieurs, à bon entendeur, salut. Bonne fête. Maintenant, pour les amoureux du ballon rond, c'est aujourd'hui que le club olympique de Bamako reçoit les Libyens d'Al-Ali au stade de Modibo Keïta. À l'aller, les deux formations avaient fait match nul, un but partout. Pour ce match de retour, l'entraîneur Sekou Sek et ses poulains comptent relever le défi à la maison. Voyons avec Abdul Karim Kaba comment les Olympiens ont préparé cette rencontre. Après le nul de 1-1 obtenu lors du match aller à Tunis contre le Libyen d'Ali, le club olympique de Bamako entend se qualifier à la maison pour le tour suivant. Pour cela, la motivation, l'engagement et le désir d'aller plus loin dans cette compétition galvanisent les Olympiens. On va tout faire pour garder le score et chercher à marquer en premier avant de défendre le reste de la rencontre. Tout le monde est motivé, on a l'impression que tout le monde veut qu'on gagne. Vous voyez, donc on va tout faire pour se qualifier pour le deuxième tour. Avant d'aller en Tunisie, on ne connaissait pas trop l'adversaire. Mais aujourd'hui, Dieu merci, on les a vus jouer, on sait quelles sont leurs forces et on sait qu'ils ont des défauts aussi. Maintenant, à nous de nous appuyer sur leurs défauts afin d'essayer de les surprendre, essayer rapidement de rentrer dans les matchs, si possible scorer rapidement et ne pas s'aimer de doutes au sein de notre camp, essayer de s'aimer de doutes dans les camps adverses. Donc je pense que comme tu l'as vu un peu bien, je suis en train de travailler dans ce sens, essayer de faire un peu le pressing, travailler un peu le pressing et avoir le monopole du ballon aussi. Même si le match nul à l'extérieur paraît un résultat piège, les dirigeants fondent beaucoup d'espoir malgré la jeunesse de l'équipe. Face à Ali de Tripoli pour le retour, les Verts du COB ont les moyens de leur ambition. Nous avons demandé aux joueurs de rester mobilisés afin de ne pas perdre en concentration. Donc nous les avons tenu le bon discours, je pense. Et je pense qu'ils sont prêts eux-mêmes à frapper un grand coup. Parce que ce premier tour nous ouvrira la porte à un second tour. Et si on veut aller loin, ce qui est le cas cette année, c'est notre objectif majeur. Et il faut qu'on gagne ce match retour. Pour la rencontre Sobé-Ali de Tripoli, au compte du match retour des préliminaires de la Coupe de la Confédération, l'apport du 12e homme du stade Modibo Keïta sera déterminant.
Le match est prévu ce vendredi à partir de 16h30. Une partie qui sera dirigée par des arbitres guinéens. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Pour les éditions du soir, retrouvez Ibrahima Djombele. Au revoir et passez un bon week-end en compagnie de nos programmes et qu'Allah bénisse le Mali.